Merci, Général. 1 million, si vraiment il y a 1 million d'hommes et de femmes russes qui sont lancés dans ce combat, dans la balance, ça va changer quelque chose. Ça changerait, sauf qu'il n'y aura pas 1 million sur le front ouest. C'est un pays extraordinairement grand. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de garder des divisions face à la Chine, face à leur flanc sud, etc., etc. Et ce qu'il faut regarder, ce qui est intéressant, c'est simplement le nombre de gens sous contrat. C'est ceux qui peuvent servir en opération. Et dans la 400 000, moi, ce qui m'intéresse, c'est le terme sous contrat. Ça veut dire qu'ils n'osent pas lancer une mobilisation de conscription générale ou même partielle. C'est-à-dire qu'ils n'osent pas renouveler les 300 000 de l'automne dernier. Pourquoi ? Ce qui tendrait à prouver que ça doit être impopulaire, contrairement à ce que l'on peut dire, ça doit commencer à faire des revous. Donc, si les gens sont payés, ils sont volontaires, donc à ce moment-là, ils meurent à bas bruit, il n'y a absolument pas de problème. Comment est-ce que ça se passe? Vous êtes la russophone parmi nous. Reprenons peut-être l'avis de convocation. Pas facile à recruter, hein. Alors, l'avis de convocation qui n'est pas le... On voit que le papier n'est pas le plus moderne, mais un petit terme. Voilà. Il ne peut pas y avoir une convocation pour des soldats que... Ce qui est marqué, c'est qu'est-ce qui est lu et qu'est-ce qui est marqué exactement? C'est la convocation pour une sorte de formation, c'est-à-dire qu'ils ont une sorte de formation, je ne sais pas de combien de temps, auquel ils sont convoqués. C'est-à-dire, c'est vrai que politiquement, c'est très flou dans la manière dont il est communiqué, toute cette action-là. Ce que je pense, c'est la population russe qui n'est pas dupe aussi, qu'il y a une mobilisation, si vous voulez, de masquer, qui n'est pas dit directement que voilà, on va faire ça d'une manière très ouverte, mais il y a des quotas. Ça, c'est le plus important, je pense, de comprendre aussi. Il y a des quotas, c'est un peu le principe stalinien ou soviétique. Il faut maintenant délivrer en tant qu'unité territoriale. Vertigineux, hein, ça rappelle presque des romans du 18e où l'agent recruteur vous fait signer, puis vous signez, puis vous savez pas très bien pourquoi. Vous êtes convoqué par... Oui, c'est Fanfan la Tulipe, on a les mêmes références. Voilà, ça rajeunit notre public, ça. Merci, Général Richoux. Là, on voit cette logique de vous signez, vous savez pas très bien pourquoi, vous êtes envoyé sur le front. Il y a eu des témoignages comme ça de gens qui sont embrigadés à partir de pas grand-chose. Oui, mais alors ça s'est aussi passé avant la mobilisation. Donc, quand ils essaient de recruter des hommes sous contrat pendant l'été 2022, des hommes étaient convoqués pour la même raison que Ludmilla évoquait, donc soit pour faire de l'entraînement, soit pour reprendre leurs données, donc combien ils pèsent, voilà, etc. Et puis après, on leur proposait tout de suite de signer un contrat, et beaucoup de ces hommes ne savaient pas qu'ils pouvaient refuser. Et donc se sentaient obligés, avaient peur de dire non, parce qu'il faut aussi vous rappeler qu'aujourd'hui en Russie, la répression prend des proportions qu'on n'a jamais vues depuis le pic de la répression brejnevienne. On n'est pas encore arrivé à Staline, mais on s'y approche quand même. Non. Et donc les gens ont peur aujourd'hui en Russie. Donc même si ce n'est pas une mobilisation officielle, et là on parle du 1er avril, mais comme vous l'avez mentionné Florence, là les convocations arrivent. Elles arrivent même dans la région de Moscou, et la presse russe, même la presse russe sous contrôle, commence il y a une inquiétude qui se trahit, parce que finalement, cette mobilisation est en train d'avoir lieu sans avoir un nom. Et dernière chose, la mobilisation de septembre ne s'est jamais officiellement terminée. Oui, tout est flou, on ne sait pas quand ça a commencé très bien. Décret pour le terminer. Voilà. Regardez ce qu'ils affrontent, en l'occurrence, image du front à Bakhmout, à quel point un seul char ukrainien. Commentez ces images, vous êtes quand même le spécialiste des chars, plus que ça. Combien d'hommes vous dirigiez? Moi, j'en ai 8000. 8000 dans ma brigade. 8000 tankistes? Non, pas 8000 tankistes, il y avait 100 chars, mais il y avait 2 régiments de chars et 3 régiments d'infanterie, un régiment d'artillerie, un régiment du génie, ça fait 8000 hommes à peu près. Voilà. Donc, général, là, il y a un seul char et visiblement le drone qui le filme et qui le guide, j'imagine. Oui, alors moi ce qui m'étonne, c'est qu'il se déplace tranquillement dans le découvert. Ça fait très balade anglaise à Cambridge un peu. Il est tiré absolument par personne. Alors ça veut dire qu'ils n'ont pas d'armement en face pour pouvoir le... Enfin, il y a quelque chose qui est assez surréaliste, hein, honnêtement. Apparemment, d'après le peu d'infos qu'on a, déjà. Il s'attaque ici aux tranchées, tranchée par tranchée. Oui, mais là, ça me fait un peu figure de propagande quand même ce film, parce que un char tout seul, ça n'existe pas. Généralement, les chars, c'est l'attaque en masse. Et puis ensuite, il va tranquillement faire son marché dans les tranchées, il repart sans que personne ne les tire. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas un RPG-7, ils n'ont même pas un missile quelconque pour le dégommer. Ça me paraît quand même tout à fait douteux. Il y a quelque chose enfin en tout cas,
peut-être pas impossible, mais ça me semble absolument surréaliste. Ça ne ressemble pas du tout à des techniques de combat assez rationnelles, en tous les cas. En termes de pertes russes, des estimations font état de 20 000, 30 000 morts russes dans cette bataille de Bakhmout. À ce stade, si c'est le cas, est-ce que ça peut être obtenu, si j'ose dire, par les Ukrainiens, comme ça, vraiment tranché à tranché pendant... Non, ça c'est vraiment le fait de l'artillerie, etc. Parce que là, un char comme ça, il va aller... Et puis il y a le fait des drones aussi. Hein. Les drones, les bombinettes, quand il entre dans une tranchée, il va tuer 5 soldats d'un coup. Donc c'est des effets cumulés. La bataille de Bakhmout n'est pas idéale pour les chars. Hein. Alors là, c'est pas dans Bakhmout, il est visiblement pas dans Bakhmout, il est en race campagne. Mais encore une fois, le fait qu'on le montre tout seul prouve quand même qu'il les économise. Regardez, pardon, cette statistique qui est assez macabre, évidemment. Ce sont d'énormes pertes humaines avec une avance totale d'environ 25 km. Pour chaque kilomètre parcouru, il y a plus de 800 soldats russes tués ou blessés, dont la plupart sont des mercenaires de Wagner. On voit à quel point il y a une sorte d'équation de la mort russe au kilomètre. Oui, absolument. Ça veut dire qu'ils sont en attaque et ils subissent des pertes immenses qui sont quand même, si c'est exact, qui sont du style de celles de la Première Guerre mondiale. Alors, c'est pas sur les 800 km, c'est au niveau de Bakhmout, mais à ce niveau-là, effectivement, il y a des pertes qui sont de ce gabarit-là. Et si ils sont mal formés, s'ils sont mal encadrés, et si en plus ils n'ont pas les blindés qui vont, ça veut dire qu'ils y vont à pied. Et alors là, c'est la configuration la pire. À pied, sans appui ou presque sans appui, eh bien, ils sont extrêmement vulnérables et puis ils sont dégommés. Il n'y a que la masse qui leur permet de tenir et d'avancer. On est vraiment sur un tyran qui est en train de suicider son peuple pour quelque chose de parfaitement insensé. Parce que faut quand même revenir sur ces chiffres et se dire que derrière cela, et on le voyait sur la convocation que vous avez montrée à l'écran, il y avait une date 1988, donc je faisais le rapide calcul. C'est un trentenaire qui va partir, et vu l'espérance de vie de ces gaillards sur ce front, c'est probablement quelqu'un qui a 1, 2, peut-être 3 enfants qui vont devenir orphelins d'un papa. Et là, quand vous regardez quand même ces chiffres, et le général avait raison de rappeler la Première Guerre mondiale, je veux dire, quand on parle de Verdun, ça y est, on y est et on est au-delà. Je rappelle que Verdun, c'est quoi? C'est 10 mois d'engagement, c'est 50 millions d'obus déversés, c'est 700 000 victimes. 150 000 de part et d'autre, donc 300 000 morts, avec en moyenne par jour, alors c'est jamais une moyenne parfaite, mais 500 à Verdun. Là, on est sur 1000 par jour, voire au-delà de 1000. Et là, le vice de cette convocation